Bonjour Elsa. Je t'appelle de Manhattan, où je vis et où je suis confinée depuis 2 semaines dans le quartier de l'Upper East Side. Je suis confinée avec mon fils, ma fille, qui sont tous les deux adolescents, et mon mari. Je vous demande de rester chez vous. Bonjour à tous. Nous sommes en guerre. Alors, j'avais envie qu'on se parle, Gaëlle, aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup de choses en fait de France concernant la situation aux États-Unis. Si tu veux nous faire un petit topo rapide, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? New York a été mis en pause, PAUSE, qui est un mot qui est cher au gouverneur pour justement éviter les mots comme quarantaine ou lockdown et éviter d'effrayer les gens. Ça ressemble beaucoup aux mesures qui sont prises un peu partout, c'est-à-dire que tous les business non essentiels ont été fermés, les écoles également, et les gens sont priés de rester chez eux et de ne sortir que pour faire des courses ou des choses absolument nécessaires, une promenade ou encore aller faire un footing. Chaque personne va être distancée de 6 feet quand elle sort dans la rue. Est-ce que vous avez régulièrement des topos sur la propagation de cette infection? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une transparence sur cette information-là? Les États-Unis, c'est un État fédéral. Mais en fait, nous, on est beaucoup drivés ici par le gouverneur de l'État qui s'appelle Andrew Cuomo, qui a beaucoup de leadership dans cette situation. Et sa cote de popularité est en train d'exploser à New York. Il a un discours très direct, très clair et très humain. Et chaque jour, il délivre des briefings qui permettent aux gens un petit peu de se projeter, d'avoir le sentiment déjà qu'il se passe des choses et puis qui donnent le sentiment aux gens d'être informés. Donc aujourd'hui, les derniers chiffres, 140 000 cas aux États-Unis, 60 000 dans l'État de New York. Des hôpitaux qui vont arriver en surcapacité, certains le sont déjà. On a un bateau militaire qui arrive, je crois, aujourd'hui pour augmenter la capacité et prendre en charge les patients qui ne sont pas atteints du coronavirus. Sur le bateau lui Sur le bateau lui-même. C'est un bateau militaire qui a, je crois, une capacité de 1000 chambres ou 1000 lits, quelque chose comme ça. C'est un Central Park qui sont aussi en train d'installer des tentes pour aussi prendre en charge en fait un afflux de patients. Donc, symbole un petit peu plus frappant, un petit peu plus inquiétant pour nous. Est-ce qu'il y a une angoisse? Est-ce qu'il y a un calme? Et encore une fois, je ne peux parler que de ce que je vois moi. Les gens sont très calmes et très responsables. Voilà, globalement, c'est comme ça que je le ressens. Chacun fait ce qu'il a à faire. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais les restaurants ont certes fermé, mais ils sont toujours ouverts pour faire du take-out et de la livraison. Très bien qu'on essaye aussi de les faire fonctionner, de leur commander. Bon, je ne te cache pas que ça va être désastreux, la situation économique est désastreuse et pour eux, ce sera... Enfin, beaucoup ne s'en sortiront pas, mais on essaye quand même de faire ce qu'on peut à cette toute petite échelle. Est-ce que vous avez eu de la part du gouverneur ou même de l'État, est-ce que Trump aussi a annoncé ce genre de choses, qu'il allait mettre en place des mesures pour soutenir l'économie? Oui, alors Trump a annoncé une enveloppe de 2 trillions de dollars pour soutenir l'économie. Il est clair qu'on a le sentiment qu'en tout cas, il y a plein de choses qui se mettent en place. C'est un petit peu long et on sait déjà que les dégâts sont violents. Les chiffres du chômage ont explosé la semaine dernière aux États-Unis, alors que c'est un pays qui était proche du plein emploi. 3 millions de demandes de chômeurs la semaine dernière. On le voit autour de nous. Ici, de toute façon, comme il n'y a pas effectivement à la base de chômage partiel, les entrepreneurs se protègent et licencient immédiatement. Quitte d'ailleurs à réembaucher derrière. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de gens qui vont se retrouver en détresse et des gens qui vivent jour à la semaine. Et ces gens-là qui perdent leur emploi, c'est une situation qui est hyper préoccupante, surtout quand on connaît les coûts hospitaliers. On sait que beaucoup d'Américains n'ont pas les moyens de se payer une assurance santé. Il y a eu cette espèce de différence notoire entre les deux politiques, entre le gouverneur de New York qui a grimpé en popularité et le président. Oui, tous les jours, on a un briefing du président et un briefing du gouverneur et parfois on s'amuse un peu à compter les points sur les points de divergence. Les discours sont clairement pas toujours alignés. Parfois ils le sont moins. Bon, on a tous entendu quand le président, qui depuis s'est un petit peu rétracté, a annoncé qu'il souhaitait rouvrir le pays pour remplir les églises. Et voilà, les médecins et aussi les gouverneurs se sont effrayés de ces déclarations. Donc, il est revenu un petit peu sur ce qu'il a dit. Et je ne sais pas si tu as vu, mais hier, il a déclaré que les mesures de social distancing étaient au moins prolongées jusqu'au 30 avril aux États-Unis, qui est complètement revenu sur son discours. Donc, d'un côté, on a l'État fédéral qui a des discours qui sont un petit peu inégaux, un petit peu surprenants, en décalage par rapport à ce que peuvent nous indiquer les autorités sanitaires. Et puis de l'autre côté, on a au niveau de l'État des directives qui sont beaucoup plus claires, qui ont du sens et qui sont hyper bien expliquées. Sur la rapidité de mise en place, c'est une bonne question. Je crois que seule l'histoire pourra juger. Même si moi, je trouve que les choses ont été bien faites et bien expliquées, on savait quand même depuis un certain moment que ça arrivait et on savait que New York était évidemment une ville
extrêmement exposés. Et on a mis quand même un certain temps avant de prendre des mesures radicales. Et la fermeture des écoles a été très compliquée, très débattue et très polémique à New York. Il y avait des pétitions qui circulaient pour que le maire de New York, Bill de Blasio, ferme les écoles. Ça a été fait vraiment, dans la douleur. Ça a été passé, je crois, le 18 mars, mais dans la douleur, parce que en fait, il y avait une inquiétude pour les enfants qui n'ont pas de quoi manger et qui sont finalement qui dépendent de l'école pour manger chaque jour. C'est un exemple d'une mesure qui a été prise quand même assez tard par rapport à d'autres. En pleine campagne présidentielle quand même, il faut le rappeler. Hein. Donc que ce coronavirus débarque à ce moment-là, ça va changer énormément de choses. Et on a le sentiment, encore une fois, de France, hein, de notre petit hexagone, qu'il y a aussi une bataille politique. C'est ce qui est très triste. Je trouve que c'est dramatique même que ce soit arrivé l'année des élections. Si on avait vécu la même crise, une année non électorale, ce serait probablement géré autrement. On pense tous qu'il y a un agenda caché dans ce que fait l'État fédéral aujourd'hui, la Maison-Blanche. Donc déjà, ça n'est pas très rassurant. Et puis c'est pas très fédérateur aussi. Ça perturbe beaucoup de choses. Hein. Les primaires new-yorkaises ont été reportées. Aujourd'hui, comme tu le sais, les deux finalistes à la primaire démocrate n'ont plus aucune ère de communication. Et la grande question, c'est bien entendu combien de temps tout ça va durer. Et parce que les élections sont en novembre. Et plus ça dure, et évidemment, plus ça perturbe. Bien comment les médias traitent l'information. Sont confiants? Est-ce que tu les sens sensationnalistes? Alors, il y a beaucoup de médias. Donc, selon les médias que tu regardes ou que tu lis, tu es évidemment exposé à une information qui est différente. Moi, je lis beaucoup le New York Times. Je trouve que ce qui est compliqué en ce moment, c'est qu'on est overwhelmed par l'information. Là, en ce moment, même sur un journal comme le New York Times, je trouve que c'est difficile d'arriver à trouver l'information la plus importante et la plus juste, parce que finalement, on est noyé sous de l'information quotidienne, même pas quotidienne, hein, minute par minute, par les derniers chiffres de cas, de morts. Et c'est parfois difficile de prendre du recul. C'est qu'en France, il y a un sujet qui fait débat, c'est la chloroquine. Et en parallèle de ça, on a vu que votre président, il était carrément emballé. Oui, alors bien sûr, on a tous entendu les déclarations du président à ce sujet, un sujet sur lequel il a été contredit rapidement par les autorités sanitaires. Néanmoins, il n'est plus si contredit que ça aujourd'hui. À New York, c'est utilisé pour l'instant en mode test, en attendant d'avoir des résultats qui puissent permettre de tirer des conclusions. La question n'est pas une question de polémique, contrairement à ce que je peux lire en France. La question, elle est plutôt de savoir est-ce qu'on peut confirmer que ça marche ou pas, mais pas sur un ton de polémique. Pour nous, c'est pas une polémique, c'est un espoir. Voilà. Est-ce que tu as pu discuter avec des médecins si, comme en France, ils se plaignent du manque de matériel, les masques, les gants, les lunettes, les blouses, etc. Est-ce que tu as le sentiment que c'est un petit peu la même chose aux États-Unis? On a chaque jour justement le gouverneur qui fait un petit point sur justement les besoins médicaux, qui a fait venir beaucoup de masques. On entend moins parler de pénurie de masques en ce moment, et encore, je te dis ça, mais c'est pas parce que j'en entends pas parler qu'il n'y en a pas. La grande problématique du moment, c'est les ventilateurs à New York. Sur les réseaux sociaux, maintenant, tu as le hashtag Cuomo for President, qui est qui devient très trending. C'est là où je te disais qu'il est, c'est un très grand communicant, cet homme. Le maire de New York, Bill de Blasio, a également fait une déclaration, je crois que c'était ce week-end, disant que d'ici une semaine, il n'y aurait plus assez de ventilateurs à New York. Donc, il fallait vraiment qu'on trouve des solutions. Il y a eu beaucoup aussi de demandes de volontariat sur du personnel médical. On a annoncé 76 000 personnes qui s'étaient portées volontaires pour justement venir aider dans les hôpitaux. On va rentrer dans une phase super compliquée, probablement très triste. J'imagine qu'on va tous avoir des choses qui vont nous toucher de près. Donc c'est plutôt cette angoisse-là qui pourrait attaquer mon moral, mais pas ma vie de confinée qui est très privilégiée. Je voudrais te remercier infiniment du temps que tu as passé, d'avoir fait un topo extrêmement complet. Je te fais un énorme bisou et on se revoit très vite par Skype. Merci Elsa, c'était super de pouvoir te parler et bon courage. Hein. À bientôt. Ouais, on pense à vous. Ciao. Bye bye.